Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Crédit Agricole a publié ses résultats financiers il y a quelques jours. Donc ici, on va juste faire une mise à jour par rapport à l'analyse qu'on avait déjà fait au moins, je pense que c'était il y a quelques temps ici. Donc vous allez juste sur la barre de recherche, d'accord. On tape Top Invest, ok, Crédit, et on va tomber sur la vidéo de Crédit Agricole. Donc la vidéo date d'il y a 4 mois. OK. Donc, il y a 4 mois, on a fait une analyse sur Crédit Agricole. C'est au mois d'avril 2022. OK. Je vais faire simple. Mon avis n'a pas changé depuis avril 2022. OK. La valorisation est aux alentours de 13,44 € et je pense que cette vidéo qui est de 20 minutes est assez longue pour vous dire exactement comment est-ce que je pense par rapport à la valorisation des banques. OK. Donc, les résultats financiers actuels de la période, en tout cas du premier semestre 2022, sont très bons. Ils ont même été très surprenants. Et la plupart du temps, le public s'inquiète par rapport à l'inflation et par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. Ok, j'ai pris la peine d'écouter le PDG et il dit ceci. Je pense qu'il a quand même plus de connaissances dans le secteur que nous. Et également, il faut savoir que ce qu'il dit, généralement, n'engage que lui, parce que son but est généralement, enfin, le but de rechercher, on ne parle pas en mal de son entreprise. Je ne mets pas en doute sa parole, parce que je vais vous dire la vérité, mon niveau de connaissance est aux alentours de zéro dans le domaine bancaire. C'est un secteur que j'évite particulièrement, pas parce que c'est pas un secteur, en fait, j'ai toujours l'impression de ne pas comprendre quelque chose, ok. Je reconnais le caractère indispensable de ce segment d'activité-là, mais je préfère juste ne pas y investir parce que c'est un véritable casse-tête. Et je vous l'ai dit sur la première vidéo. Donc, ici, concernant les taux d'intérêt, le PDG a dit ceci. L'augmentation des taux d'intérêt n'a aucun effet sur la compagnie. Pas dans le sens où ce n'est pas important, mais dans le sens où la banque, en fait, a un rôle d'intermédiation. C'est-à-dire qu'ils mettent en relation les emprunteurs et les épargnants. OK? Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est une bonne chose pour les épargnants. D'accord? Et c'est une mauvaise chose pour les emprunteurs. Donc, il y a un segment de l'activité de l'entreprise qui sera en berne. Il y en a un autre qui sera à la hausse. D'accord? Mais quand les taux d'intérêt diminuent, les emprunteurs sont contents et les épargnants sont fâchés. Donc, à la fin de la journée, il dit ceci, que le rôle de la banque, c'est uniquement le liability management, donc uniquement la gestion du risque. Et moi, j'aime ça. Parce que c'est le risque qui tue une entreprise, qui tue les banques. Je vais vous dire une chose, c'est que vous pouvez investir sur une compagnie bancaire, mais le jour où elle a un problème, vous allez être vous-même surpris par le résultat final. Je prends un exemple d'une chose. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise. Vous savez que les compagnies en Grèce ont eu des problèmes, n'est-ce pas? Donc, on va faire ceci. Donc, les compagnies bancaires grecques ont eu des problèmes il y a quelque temps, d'accord? Et ici, on va essayer de faire une analyse sur une compagnie dans la National Bank of Greece, ou c'est Greece, dépendamment de comment vous citez cela à la fin de la journée. On va essayer de regarder ici, est-ce qu'on aurait pu prévoir la baisse de ce titre-ci? OK? Donc, je sais que la vidéo ne porte pas sur cette compagnie-ci, mais en fait, ça va vous permettre de comprendre à peu près comment est-ce que je réfléchis par rapport à Crédit Agricole. OK? Donc, ici, c'est pas Crédit Agricole. Hein. Ici, dans tous les graphiques qui sont à ce niveau-ci, ça concerne la NBG, donc la National Bank of Greece. Donc, ce qu'on va faire premièrement, je vais vous montrer le prix de l'action. OK? On va aller ici directement. OK. Pricing draft. OK. Vous constatez quoi? Qu'est-ce que vous constatez? C'est très laid à voir. Oui ou non? C'est très laid à voir. Donc, vous voyez ici que c'est une entreprise qui a perdu énormément de valeur en très peu de temps. Aujourd'hui, c'est presque à 3 € par là. Alors qu'à une certaine période, aux alentours de 2008, on était à presque, je pense, si je ne me trompe pas, hein, attention, je pense qu'on est au-dessus, on est aux alentours de 66 000 € l'action. En fait, c'est pas 66 000 €. En fait, c'est parce que l'entreprise a émis beaucoup d'actions, donc il y a eu une dilution, etc. Mais à la fin de la journée, j'espère que c'est pas, je ne le lis pas mal, mais vous remarquez que la différence entre là et là est tout simplement énorme. Ok.
Essayons de déterminer déjà si en 2007, cette entreprise était correctement évaluée. Je vous ai toujours dit que les banques, achetez-les en dessous des actifs tangibles par action et privilégiez uniquement les compagnies qui ont des actifs tangibles par action croissants, avec un historique de croissance et de stabilité dans le temps. Quand je prends les actifs tangibles, pas les actifs tangibles par action, mais je vais juste prendre la valorisation des actifs tangibles. OK. On va mettre ici tangible book value. C'est pas le book value, c'est le tangible book value, donc ça prend en considération uniquement les actifs tangibles. OK. Donc, on regarde ici. Qu'est-ce que ça nous montre? Je vais les mettre ensemble et on va juste fermer ça. Voilà. Vous constatez quoi? Donc, vous voyez que ici, aux alentours de 2007, on constate qu'on a des actifs tangibles par action ici qui sont à peu près stables, au moins depuis 1999. 7 ans plus tard, les actifs tangibles par action sont stables. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça ne me dérange pas que les actifs tangibles par action soient stables. La première chose, c'est qu'il faut une stabilité des actifs tangibles par action. On a une stabilité au plus haut, en 2007, on a une stabilité des actifs tangibles par action aux alentours des 3 milliards 600. Juste après, regardez à ce niveau-ci, 3 milliards 600, 3 milliards 500 par là. OK? Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Quand on regarde maintenant le prix par rapport à ces actifs tangibles par action, qu'est-ce que ça nous montre ici? Je vais juste le remonter également. On va faire ça. On va le remonter. Oh non. Voilà. Et voilà. On les met sur le même graphique. On ferme. Et on revient là. Alors, qu'est-ce que ça vous montre? Vous constatez quelque chose ici. On va juste l'agrandir. Qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez ici que quand on est en 2007, OK? En 2007, au plus haut, le prix sur les actifs tangibles par action est de combien? 7 fois à 6, je pense 7 fois les actifs tangibles par action. Donc, cette banque se paye à 7 fois ses actifs tangibles par action. Il y a des gens très intelligents qui ont payé cette compagnie à 7 fois les actifs tangibles par action. Pour des actifs tangibles qui n'augmentaient même pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu dessus, mais moi déjà, je sais une chose, je n'aurais jamais payé ce prix-là. Parce que même à une fois les actifs tangibles par action, je stresse. Imaginez donc à 7 fois les actifs tangibles par action et en plus des actifs tangibles par action qui ont tendance à être stables. Ok, quoique ce n'est pas un problème la stabilité des actifs tangibles par action, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous constatez ici que si nous, on voulait acheter cette compagnie, admettons que nous sommes en 2007, la compagnie nous plaît, on veut y investir, ok? À quel moment on va y investir? On va y investir uniquement quand les actifs tangibles par action se rapprochent à peu près de 1. OK? Et ça arrive à quelle période? On va arriver ici, on est à ce niveau-ci. OK? Donc, regardez, c'est la barre en jaune. Donc, je vais mettre ça ici en... Je vais juste mettre ça en gros caractère. Donc, on va faire simple pour que tout le monde puisse voir. Et voilà, on descend, on met tic. Voilà. OK. Donc, c'est assez visible maintenant. Alors, à une fois les actifs tangibles par action, en quelle période on se situe? On est où? Une fois, on arrive quand? Donc, je descends. Voilà. À partir de cette période. Donc, les actifs tangibles par action atteignent le niveau 1 à partir à partir de 2010, au mois d'août 2010 par là. D'accord? À partir du mois d'août 2010, on atteint à peu près ces niveaux. Je pense, je dirais même décembre, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on va juste le faire ici. Actif tangible par action. Tac, tac. Et on ouvre uniquement ça. Donc, actif tangible par action. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, à peu près aux alentours de 2011, 2010. Donc, là, la précision n'est pas importante ici. Donc, vous constatez qu'entre 2007 et 2011, on n'aurait pas investi sur cette compagnie-ci. D'accord? Tout simplement parce que les actifs tangibles par action n'étaient pas en dessous, d'accord, de 1 ou bien égal à 1. Et également, on pourrait constater que ces actifs tangibles par action-là n'avaient pas tendance à croître dans le temps. OK? Donc, quand on arrive aux alentours du mois en 2011, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que le book value a totalement changé. Il a littéralement baissé. Et il y a une information qui est importante. Et c'est ça qu'on devrait retenir en date d'aujourd'hui. Ce sont les actifs non performants. Donc, performing. Donc, vous savez que la banque, généralement, ce qui tue une banque, c'est généralement les prêts non qualitatifs.
quand la banque prête de l'argent à tout va, sans pour autant vérifier à qui elle prête de l'argent. C'est ce qui tue une banque. Donc, comment est-ce que vous pouvez regarder cette information-là en regardant juste les actifs non performants par rapport aux prêts, d'accord, par rapport à l'ensemble des prêts, ou également les actifs non performants, ma préférence, c'est les actifs non performants par rapport aux actifs, aux actifs tangibles de l'entreprise, d'accord. Donc, quand on regarde les non-performing loans par rapport aux loans, d'accord, donc les actifs non performants par rapport, les prêts non performants par rapport à l'ensemble des prêts ici, qu'est-ce qu'on constate? On va les mettre sur le même graphique, donc on ouvre ça, on le met ici, voilà, on le ferme. Alors, vous constatez qu'à partir à peu près de 2011 ici, vous constatez que les actifs, vous regardez, c'est la ligne en bleu, ok? Donc, je vais le mettre également ici en tic. Donc, on va l'agrandir rapidement pour que ce soit plus simple. Donc, la ligne en bleu ici, quand moi cette entreprise m'intéresse aux alentours de, une fois les bénéfices aux alentours de 2011, vous constatez que la ligne en bleu a littéralement augmenté. Donc, le pourcentage des prêts non performants par rapport à l'ensemble des prêts ici est près de 26%. 26%. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a une moyenne? La moyenne, en fait, c'est plus vous vous rapprochez du zéro, mieux c'est. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une certaine discipline par rapport aux différents prêts que vous octroyez aux gens. D'accord? C'est-à-dire que vous ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire que les gens à qui vous prêtez de l'argent sont à peu près solvables. Tous ne vont peut-être pas rembourser, mais le peu qui ne va pas rembourser ne va pas mettre à mal la stabilité de l'entreprise. Mais quand vous constatez une entreprise dont 25% des prêts les 25% des prêts sont non performants, ça veut dire littéralement qu'il y a une mauvaise culture d'entreprise ici. Donc, quand moi, l'entreprise arrive à une fois les bénéfices, à une fois les actifs tangibles par action ici, ça ne peut même pas m'intéresser uniquement parce que je constate que les prêts non performants sont très, très élevés par rapport à la moyenne. Donc, je n'aurais pas investi dans cette compagnie-ci. Et comment elle fait pour se refinancer? Tout simplement, elle émet de nouvelles actions. Vous allez voir ici que le nombre d'actions a littéralement brisé je dirais pas brisé le plafond, mais regardez ça. Boum, vous constatez quoi? Entre 2015 et 2017, boum, le nombre d'actions, on est quitté à peu près aux alentours de 48 millions à peu près 942 millions d'actions. Et attention, ce n'est même pas à ce niveau-là que ça a commencé à augmenter. À partir de 2013, déjà, on a une certaine augmentation à ce niveau, donc il faut faire attention. Donc, les actifs non performants sont très importants ici. Dans notre évaluation, tantôt précédemment, on avait pris quoi? On avait vu ici que les actifs tangibles par action pour Crédit Agricole étaient aux alentours de 16 euros par là. Et que les actifs non performants, d'accord, par rapport, les prêts non performants par rapport au total des actifs tangibles représentaient 13%. Je pense 13 ou 16%, quelque chose comme ça. Et on avait pris à peu près 84% de 16 euros. Ça donnait aux alentours de 13,44 €. Je ne me rappelle pas bien, mais je pense que de tête, je pense que c'était quelque chose comme ça. Donc, je vous avais dit ceci. Quand on faisait la vidéo, l'entreprise cotait aux alentours de 9,41 € ou bien quelque chose comme ça. Mais je vous avais dit que l'entreprise est sous-évaluée quand on prend en considération ces informations-là. Mais retenez une chose, ce genre de compagnie, ça peut très vite se retourner. La culture d'entreprise est très importante. Et s'il y a quelque chose de positif à dire, c'est que Crédit Agricole est bien géré. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une entreprise qui est très bien gérée. J'ai écouté le management ici, par exemple. Quand je dis j'ai écouté le management, ça me permet également de vous montrer une vidéo ici. Donc, et je vous encourage vivement à aller la regarder. Il faut faire attention, le management est déterminant pour le succès, pour votre succès. D'accord? Quand vous investissez sur une compagnie, d'accord? Le management est déterminant. Mais ce qui est mieux, ce qui est également bien, c'est que vous pouvez apprendre à connaître ce management-là juste en écoutant ce qu'ils disent ici. Par exemple, le PDG s'appelle Philippe Brassac. OK? Donc, la vidéo, celle-ci, dont Philippe Brassac, Crédit Agricole, double son bénéfice en 2021, elle est toujours importante. Allez écouter ce qu'il dit. D'accord? C'est important. Il y a une autre vidéo ici qui m'a plu. Ça venait, je pense, du journal Le Revenu. Donc, Brassac, je vais juste mettre Crédit Agricole, Brassac ici. On va rechercher la vidéo. On va faire simple. Revenu. Alors, Philippe Brassac. Je vais juste mettre ça là. Philippe, même si ça s'écrit, je ne sais même pas si ça s'écrit comme ça. Philippe Brassac. Voilà, celle-ci. La e-réunion, Philippe Brassac répond à Lionel Garnier, d'il y a 2 ans.
Ça peut sembler loin, mais c'est toujours d'actualité. D'accord? Il y a des bonnes informations, il y a des bonnes questions, parce qu'il y a 2 ans, on parlait déjà d'inflation, on parlait déjà d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, vous pouvez écouter ce que le PDG dit, ça vous permet d'avoir une idée générale par rapport à comment est-ce que vous pouvez faire pour évaluer cette compagnie-là. OK? Donc, moi ici, ce que je pourrais dire, c'est que la valorisation par rapport à la vidéo que j'ai faite ne change pas. Même s'il y a certains éléments à prendre en considération, par exemple, quand je lis les rapports financiers ici, il y a des informations que je n'arrive pas à recouper sur les agrégateurs. Mais ça, c'est un problème au niveau des agrégateurs, ce n'est pas un problème au niveau de l'entreprise. Par exemple, il y a des termes que je ne comprends pas. Par exemple, le CET1 phasé. Je comprends ce que ça veut dire. Le CET, d'accord? Core One, le Core One Capital Ratio, ça veut juste dire que le pourcentage des actifs liquides, extrêmement liquides dans le bilan. C'est-à-dire que en termes réglementaires, en fait, les banques ont l'obligation de garder au moins 10% d'actifs en liquidité pure. Bon, enfin, quand je dis en liquidité pure, ça veut dire que si aujourd'hui, il y a un risque systémique et qu'on demande à l'entreprise de dégager au moins, l'entreprise peut au moins dégager rapidement 10% du total de ses actifs. Très rapidement. D'accord? Donc ici, bon, je pense que c'est dit comme ça, c'est une explication assez à la volée, hein. Faites attention. Donc allez-y, regardez c'est quoi le Tier 1 Capital Ratio, les choses comme ça. J'en ai longuement parlé sur la vidéo d'il y a de 20 minutes tantôt. D'accord? Allez-y voir ça. Donc ici, vous constatez que le Tier 1 Capital Ratio est aux alentours de 12,53. Il a baissé. On aime bien qu'il reste au-dessus de 10%. Il fait généralement des zigzags comme ça, mais vous constatez que ça fait à peu près depuis 2017, il fait du surplace, il diminue même. Ce n'est pas une bonne information, mais ça pourrait s'expliquer. Du moment où il reste aux alentours, au supérieur à 10%, moi, ça me va. OK? Au niveau des actifs tangibles par action, vous constatez également que ces actifs tangibles par action-là, en date d'aujourd'hui, le ratio price to tangible book value est aux alentours de 7. D'accord? C'est-à-dire que ça c'est sur les derniers mois. Sur les 10 dernières années, cette entreprise s'achète généralement à 8 fois, à 80% de ses actifs tangibles par action. Donc, si on a des actifs tangibles par action de l'ordre de $15 ici, 15 euros, si on prend 15 euros ici multiplié par 0,8, OK? On a une valorisation aux alentours de 12 euros l'action. Donc 12 euros l'action, 13 euros l'action, on reste à peu près dans la même tendance. Maintenant, quand on parle maintenant du dividende en lui-même, parce que je sais que c'est le dividende qui vous intéresse ici, est-ce que ce dividende-là, il est safe? D'accord? Donc pour faire simple, je vais juste prendre le net income ici. Je prends le normalized net income. Pourtant, ils ont des net income plus élevés que ça, donc faites attention. Donc je prends le normalized net income ici. Sur les 12 derniers mois, on a à peu près des net income autour de 3 milliards, 884, d'accord? Donc, quand je prends ici le dividende payé ici, sur les 12 derniers mois, on paye un dividende de combien? Donc, je vais juste le mettre ici sur le même graphique pour que ce soit plus visible. Voilà. Vous constatez ici que l'écart entre le dividende et le net income est assez large. Donc, l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-là. OK? Elle paye à peu près en termes de dividendes 3 milliards, 3 milliards, enfin 3,18 milliards ici aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? C'est totalement durable ici. Surtout que j'ai mis ici les normalized PE, donc les normalized net income. Donc ça prend en considération certaines charges, pas charges, mais certains bénéfices extraordinaire. Donc, à la fin de la journée, si vous regardez bien l'entreprise, ça se situe généralement aux alentours de 4 milliards par là, des choses comme ça. Bref, elle a la capacité de payer ce dividende-là. Mais également, elle se réserve le droit de couper le dividende en cas de danger. Et je vous disais que pour un dividende de 10% ici, il est safe. Mais si cette entreprise est en danger, il faut bien accepter qu'on coupe ce dividende-là. D'accord? Très souvent, les actionnaires se disent que non, si on coupe le dividende, c'est mauvais signe. Non, parfois, si on coupe le dividende, ce n'est pas que c'est mauvais signe. Ça veut juste dire que l'entreprise essaye de se protéger. C'est à vous de déterminer si il est judicieux pour l'entreprise de couper le dividende. Avant même qu'on coupe ce dividende-là, posez-vous les questions à savoir, est-ce qu'il est déjà judicieux de payer ce dividende-là? Moi, je dirais que oui. Présentement, l'entreprise elle se porte très, très bien. D'accord? Même si c'est une compagnie assez complexe à analyser, mais elle se porte très, très bien. Après, maintenant, par rapport à ce qui va se passer dans le futur, personnellement, je ne sais pas. Mais le passif de l'entreprise ici parle pour elle dans le sens où elle a tendance à augmenter ses actifs tangibles nets par action. Et c'est ça qui m'intéresse. Les actifs tangibles nets par action, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça la valorisation. C'est par rapport à ces actifs tangibles nets par action, c'est par rapport à ça qu'on a une valorisation à peu près correcte. Donc si ces actifs tangibles nets par action augmentent, tant mieux. Mais attention, ces actifs tangibles nets par action peuvent également diminuer parce que le nombre d'actions augmente. Et ils peuvent également augmenter parce que le nombre d'actions diminue.
Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Vous constatez ici que c'est une entreprise qui a énormément dilué ses actionnaires. Quand je dis dilué, c'est dans le sens où elle a émis énormément d'actions sur les dernières années, mais c'est peut-être également par rapport à ces différentes acquisitions. Il faut savoir que c'est une entreprise énorme, assez diversifiée, qui a même des activités dans le vin. Oui, vous pouvez aller voir, elle a des activités dans le vin littéralement. Donc, pour moi, Crédit Agricole reste une belle entreprise, même si elle est assez complexe et que je choisis de me tenir à l'écart de ce genre de compagnie. Si elle vous plaît, moi je dirais en conclusion générale, le prix actuel est correct, d'accord? Le dividende, il est safe. Et l'entreprise systématique, sur le plan risque de crédit, on peut se dire que l'entreprise est assez correctement gérée. D'accord? On pourrait également regarder dans les mois à venir, mais par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai lu, je pense qu'on est assez correct pour le moment. Mais restez prudent. Il faut toujours rester prudent. Parce que si on prend les non-performing loans, comme je vous l'ai montré ici tout à l'heure, donc le non-performing loan par rapport au total des prêts, donc les actifs non performants par rapport aux actifs, par rapport au total des prêts ici, quelle est la valeur, quel est le ratio qu'on obtient ici? Donc on va faire simple. Alors on ferme ça. Donc vous constatez ici que c'est une entreprise ici par rapport 2,19% de ces actifs, de ces prêts actuels sont non performants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas remboursés. Ça veut juste dire que les personnes qui ont ces prêts présentement, ça fait plus de 30 jours qu'ils n'ont pas payé. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, ça devient non performant. Et vous constatez que c'est une entreprise voilà, qui a l'habitude de gérer à peu près ses risques de façon normale. On a plutôt une diminution ici et c'est bon signe. Okay? Quand on prend la même information, performing, par rapport au total des actifs, d'accord, je mets asset ici. Donc, par rapport au total des actifs, vous constatez qu'on est à 0,60%. Donc, c'est-à-dire que si ces gens-ci venaient à ne pas rembourser, ça éliminera à peu près aux alentours de 0,6% de nos actifs. D'accord? Ça pourrait impacter négativement 0,6% de nos actifs. Mais attention, ça c'est sur le dernier trimestre. S'ils le font sur 4 trimestres, on est déjà à 4 fois 0,6. On est déjà aux alentours de, voilà, ça fait combien? Ça fait 12, 24, donc on est déjà aux alentours de 2,4%. Et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et ça pourrait également augmenter. Mais on constate ici que c'est une entreprise qui a toujours été assez correctement gérée. OK? Donc, après aussi, on peut se dire que l'entreprise pourrait également être too big to fail. Au cas où elle est mal gérée, elle pourrait se faire refinancer par l'État français, mais il ne faut pas compter par rapport à ça. Il faut arrêter l'assistanat à un moment donné. Il faut absolument que l'entreprise puisse déjà s'autosuffire présentement. Donc, c'est le cas pour Crédit Agricole. Je reste confiant par rapport à la première vidéo. Donc, il n'y aura pas de changement. Et ici, tout est sous contrôle entre parenthèses et le plan de départ est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller lire les rapports financiers ici. Et déjà, pour ceux qui vont lire les rapports financiers, bon courage. Prenez un bon repas avant de manger, avant de lire ces rapports financiers. Là, prenez un grand café également, parce qu'il va vous en falloir. Je vous assure que j'ai essayé pendant 1 heure de temps et après, je me suis dit, hey, basta, je ne suis pas investi dans cette compagnie-là. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai essayé de faire le tour général ici afin de ne pas vous raconter des bêtises. Mais il faut également que je vous avoue que ce genre de compagnie, si je me tiens à l'écart. Vous pouvez également regarder à qui est-ce que cette compagnie-là prête de l'argent. Donc, les rapports financiers sont très importants. Vous allez voir ici que le secteur de l'habitat est très présent ici. Vous allez également voir que c'est une compagnie ici qui a énormément d'actifs sous gestion. Donc, également, elle a un volet d'assurance, etc. Donc, il faut faire attention. C'est une compagnie assez diversifiée. Je vous dirais même que c'est plusieurs compagnies en une. OK? Donc, ça reste une belle entreprise qui est leader en France. C'est la première banque en France. Et la première, BNP est juste d'envergure internationale. Mais en termes de présence, Crédit Agricole est leader en France sans concurrent. D'accord? Bon, enfin, quand je dis sans concurrent, ils sont leaders, point barre. Vous voyez également ici le Return on Tangible Equity. Donc, le retour sur investissement ici par rapport aux actifs tangibles, tant qu'il est au-dessus de 10%, on est correct. Donc, vous constatez ici qu'on est aux alentours de 13,9% sur les derniers mois ici. Donc, c'est à peu près correct. Surtout, il faut préciser une chose. S'il est au-dessus de 10%,
et que les actifs tangibles ont tendance à rester stables à peu près, c'est parfait. Ça veut dire que les bénéfices nets augmentent de plus en plus, donc on fait de plus en plus d'argent. Je vais m'arrêter là. Crédit Agricole reste une opportunité d'investissement, mais comme d'habitude, prenez tout ce que je vous dis ici avec des pincettes. Faites vos propres recherches et ne faites pas de DCA bêtement. Même si au prix actuel, voilà, pour ceux qui aiment le dividende, c'est une aubaine, hein. Mais n'allez pas mettre 10% ou 50% de vos capitals sur cette entreprise-ci. Je dirais 5%, 3%, ça pourrait déjà être assez correct. D'accord? Juste pour se protéger. Donc, on ne sait jamais. Surtout si vous ne lisez pas les rapports financiers. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui ne lisent pas les rapports financiers. Hein. Mais juste que quand le pire arrive, ou bien quand le pire arrive, vous n'êtes jamais, vous oubliez généralement que ce genre d'informations était déjà présent dans les rapports financiers, ou bien vous aurez déjà pu anticiper ce genre de choses-là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, beaucoup de courage à vous. Ne baissez pas les bras. Ça peut être difficile quand vous commencez à investir, mais plus vous pratiquez, mieux c'est. La meilleure formation, c'est la pratique. D'accord? Surtout si vous avez déjà perdu de l'argent sur une compagnie, ne baissez pas les bras, posez-vous la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, il y avait une information que j'aurais pu voir quand j'ai pris position. D'accord? Nous, ici, en parlant de Crédit Agricole, je vous dis que c'est une belle entreprise, mais également, je vous préviens que ça pourrait également tourner au vinaigre. Mais il y a de grandes chances, la probabilité que ce ne soit pas le cas est élevée. D'accord? Tout simplement parce que le passif de l'entreprise parle pour elle. D'accord? Donc, on se limite là et on se dit à bientôt. Merci.